Salut Jean-Louis. Bonjour Fred. En forme? Très bien, et toi? Pas mal, pas mal. Ça me fait plaisir qu'on soit là tous les deux parce que ça fait longtemps qu'on se parle de cet événement. Ah, puis ça fait longtemps qu'on se parle, qu'on se croise et qu'on parle aux mêmes personnes. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est partager avec nos amis ce qui se passe dans l'industrie des CGP. C'est le Big Bang, quelque part. Incroyable. Qui aurait pu imaginer, il y a 5 ans, toute la transformation qui allait s'opérer dans ce secteur? Toi, tu étais où il y a 5 ans? J'étais le directeur général de Saga. Et toi, tu étais où il y a 5 ans? Et moi, j'étais associé chez EY. Ouh là 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 là, il s'en est passé des choses. Mais grosso modo, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de quitter EY? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, j'ai vu que le secteur allait se consolider très très vite. Il y avait plein de transactions qui s'enchaînaient et j'ai vu des entrepreneurs épanouis. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais devenir un entrepreneur comme eux. Alors ce qui est fou, c'est que quand on regarde, moi j'ai rencontré Meir Azoghi il y a 7 ans. C'était lui le précurseur finalement. C'était lui le précurseur de la consolidation. Parce qu'à l'époque, il y a 7 ans, il n'y en a pas beaucoup qui savaient ce que ça voulait dire consolider l'industrie. Ni avoir un private equity au capital. Tout à fait. Donc finalement, c'est lui le précurseur. C'est Meir le précurseur. Il va être là tout à l'heure. On va lui demander de nous en parler. Alors sur les produits, moi ce qui m'a motivé, c'est d'apporter le meilleur de l'innovation instit en termes de private equity au CGP. Et je peux te dire qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé à leur en parler, très peu étaient affûtés. Le seul qui savait vraiment de quoi on parlait, c'était Patrick Ganancière. Il va être là aussi, Patrick. Il est là, Patrick. Un petit clin d'œil à Patrick, parce que lui, ça fait 15 ans qu'il vend du private equity, il sait ce que c'est, et il y a 5 ans, à part lui, très peu savaient ce que c'était. On va en reparler aussi. Et moi, ce que j'adore dans le private equity que tu proposes, c'est la durée et la récurrence. Alors ça, je pense que sur la valorisation des cabinets de CGP, durée, récurrence, visibilité, tu vas leur en parler tout à l'heure. C'est très important. C'est clé, ça. Alors, peut-être une dernière chose, parce que ça va intéresser l'audience qui est là. Si on regarde, Jean-Louis, avec un regard de banquier d'affaires, les grandes industries qui sont consolidées, la biologie, la pharmacie, les cliniques, les maisons de retraite, les Français étaient champions du monde. Est-ce que ça ne veut pas dire que les CGP français qui ont commencé à consolider seront les champions du monde parce que la France est en avance de phase là-dessus? On a un vrai savoir-faire. On a un vrai savoir-faire grâce au fonds de private equity pour la création de plateformes de consolidation. Le marché est encore très vaste en France et il y aura encore de nombreuses opérations, mais effectivement, demain, la nouvelle frontière, c'est l'étranger. Alors tu sais que dans l'offre, c'est pareil, parce que le niveau d'équipement en private equity des CGP en France est encore anecdotique, mais alors en Europe, il est quasi nul. Donc l'aventure du private equity dans l'industrie des CGP, elle démarre. On verra tout à l'heure les assureurs vie, Jean-Louis. Il y a 4 ans, ils m'écoutaient d'une oreille distraite. Ils m'expliquaient qu'il n'y avait pas d'avenir pour le private equity dans l'assurance vie française. Eux aussi sont en train de bouleverser leur offre. On a quelques grandes stars de l'assurance vie qui viennent tout à l'heure et qui vont expliquer pourquoi et comment ils changent aussi. Donc, ce qu'on voulait faire partager aujourd'hui avec un auditoire de très grande qualité, c'est comment le private equity a changé la donne dans l'industrie des CGP aujourd'hui et certainement demain, tu es d'accord? Tout à fait. Et puis moi, ce que j'ai envie de leur poser aussi comme question à nos intervenants qui ont déjà du private equity à leur capital, c'est est-ce que c'est la fin d'une histoire ou est-ce que c'est le début d'une aventure? Alors la question que certains doivent te poser, Jean-Louis, c'est si je vends ma boîte à un fonds de private equity, est-ce que j'ai plus de job ou est-ce que c'est le début d'une histoire nouvelle? Eh bien, on demandera à nos intervenants de nous faire partager leur expérience. Je ferai pareil, moi. Je demanderai à ceux qui ont mis du private equity dans l'offre, comment et pourquoi ça a révolutionné l'offre, Jean-Louis. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante aussi avec le private equity dans l'offre, cette fois-ci, et pas seulement au capital, c'est que ça donne accès au CGP à tout un panel d'entrepreneurs passionnés par l'offre de private equity, qui hier encore étaient un peu déçus par les offres de l'épargne long terme. Et cet enthousiasme et cette énergie que le private equity dissémine au capital et dans l'offre et dans l'assurance vie demain, c'est ça qu'on voulait partager aujourd'hui avec nos invités. Avec un grand plaisir. On espère que ça va être une très belle conférence et on attend de vous accueillir à cette conférence. On se réjouit et on pense que c'est peut-être la première d'une longue série. À très vite au Palais Brognard. Merci Frédéric. Bonjour à tous, bienvenue. Depuis quelques années, un impressionnant mouvement de consolidation frappe le secteur du conseil en gestion de patrimoine. Ce mouvement est la rencontre d'un secteur résilient et porteur, d'entrepreneurs de talent et d'investisseurs financiers. Les CGP répondent aux besoins d'une clientèle patrimoniale qui peut se sentir délaissée par les banques de réseau et pas assez intéressante pour les grands groupes, les grandes banques privées. Cette clientèle a pris conscience de l'importance de la planification patrimoniale pour répondre notamment aux évolutions de la vie,
aux problématiques d'épargne, de retraite, de dépendance et de transmission. De nouvelles enveloppes fiscales comme le PER sont apparues et de nouveaux produits comme les SCPI, les clubs deal immobiliers, les produits structurés et plus récemment le private equity. Ils couvrent un spectre d'investissement plus large et correspondent parfaitement aux besoins des clients. Les groupes de private equity ont ainsi peu à peu découvert ce secteur et ont été frappés par sa résilience, la qualité de ses dirigeants, mais également par sa part encore modeste dans l'épargne nationale, 5% des encours, 10% de la collecte, et surtout par son énorme potentiel de consolidation. On parle de 3 ou 4 000 cabinets en France, avec un solde positif de création chaque année, malgré la consolidation en cours. Les premiers CGP à avoir ouvert leur capital à des fonds ont été Astoria avec Nexicap, puis Cyrus, Primonial et Premium. Mais le mouvement s'est particulièrement accéléré au lendemain du Covid, sous l'impulsion de ces fonds qui rivalisent pour accompagner les équipes dirigeantes en leur donnant les moyens de créer et de financer des champions nationaux autour de plateformes de consolidation. Ce fort mouvement de consolidation a entraîné effectivement une certaine tension sur les valorisations du secteur. Nous pourrons en reparler. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 dirigeants qui, à eux seuls, représentent environ 20% des encours du secteur. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation en venant partager leur expérience. J'ai donc le plaisir d'accueillir Olivier Farouz, le président du groupe Premium, Meyer Azogui, le président du groupe Cyrus, Bruno Narchal, le président du groupe Cristal, et Patrick Ganancia, le président d'Erez. Lors de cette table ronde, animée par Aurore, qui est une brillante journaliste à CF News, nous allons échanger pour mieux comprendre les raisons qui ont poussé ces dirigeants à ouvrir leur capital, le capital de leur cabinet, leur retour d'expérience et leurs perspectives de développement en France et à l'étranger. Et nous aborderons également le contexte actuel de valorisation et le contexte également du financement. Donc sans plus tarder, je laisse la place à Aurore et aux intervenants. Merci beaucoup. Merci à toi Jean-Louis, tu restes évidemment avec nous pour la table ronde. Il y a une question qui est toujours clé dans ces moments-là, qui est celle de la valorisation. Jean-Louis, tout à l'heure, on a vu rapidement les tendances sur les années passées que tu montrais donc sur tes slides. Quels sont les éléments qui, selon toi, font le prix d'un CGP? Comment on valorise un CGP? Et tu as montré donc les tendances, encore une fois, sur les années passées, mais si on prend une boule de cristal et qu'on essaye de regarder un peu à l'avenir, vers quoi est-ce qu'on tend? Est-ce que les valos vont continuer à monter ou pas? Ou est-ce que ça va s'arrêter? Alors, déjà, une valorisation, c'est pas un exercice mécanique. C'est pas on met dans un ordinateur une liasse fiscale et des encours, et puis ça nous sort un prix défini. Sinon, on n'aurait pas d'intermédiaire, et puis on tirait au sort pour savoir qui rachète le cabinet. Donc en fait, c'est vraiment une transaction, c'est la rencontre entre deux institutions, que ce soit un CGP et un fonds ou et deux CGP. Donc avant tout, c'est le projet qui compte. Le projet, il dépend de l'actionnaire. L'actionnaire, qu'est-ce qu'il veut faire et qui il est? Est-ce qu'il veut accélérer sa croissance? Est-ce qu'il veut transmettre son cabinet? Est-ce qu'il veut s'adosser à un groupe et rester actif dans ce groupe? Donc vraiment, c'est la situation personnelle déjà de l'actionnaire qui va décider du projet. Ensuite, on va regarder effectivement le cabinet de l'intérieur, donc les encours. Quel type d'encours? Est-ce que c'est de l'assurance vie? Est-ce que c'est beaucoup de PER, beaucoup de produits structurés? Ensuite, on va regarder les revenus, la récurrence des revenus. Est-ce que voilà, c'est stable? C'est une caractéristique de ce secteur, c'est vraiment la résilience et la récurrence sur la durée. Ensuite, on va regarder la profitabilité. Et puis effectivement, on va voir s'il y a des éléments de profitabilité à retraiter, s'il y a des dépenses qui ont été faites, qui auraient pas dû, ou qui ont été juste des dépenses une fois, qui ne se reproduisent pas, ou au contraire, s'il faut renforcer un petit peu les équipes. Donc voilà, il y a toute cette analyse. Et puis à la fin, c'est des rencontres. Et donc à la fin, il y a des rencontres, il y a un projet, il y a une valorisation qui s'en dégage, bien au-delà du fameux EBITDA fois le multiple, quel qu'il soit. Mais quand même, là, on est autour de 12 fois et demain, on sera toujours sur ces niveaux-là, tu penses, ou est-ce qu'on pourra aller au-delà?
12 EBITDA. Si je peux me permettre Je simplement. pense qu'il faudra poser la question à notre panel. Je me permets juste de compléter ce que tu viens de dire. Parmi les critères, il y a un critère qui est important, c'est aussi le taux de croissance Mais du bien chiffre sûr. d'affaires. Bien sûr. Parce qu'on n'achète pas le même multiple d'EBIT, Évidemment. une boîte qui croît de 3% par an, ou si elle croît de 20, 30, 40, 50%. Donc c'est aussi un critère important. Et on en parlera avec la hausse des taux. On va aller, comme sur les marchés cotés, vers du flight to quality. Et ceux qui continueront à se faire valoriser de façon importante, ce sont ceux qui auront une récurrence forte, une croissance, des process, une marque. Ça fait partie, même si on n'a pas encore de marque réellement, ça fait partie aussi des éléments, je crois, de valorisation. Et puis ne soyons pas, je pense, et ça je pense qu'on sera parfaitement synchro tous, mais il ne faut pas avoir des idées reçues sur les multiples, ça n'a aucun sens. Le multiple de l'année N-1 n'est évidemment pas le même multiple que l'année N. Et puis les retraitements, je pense que ça c'était vraiment un faux débat. Le multiple de 12 fois ou plus, ça n'a pas vraiment de sens. Et je rejoins Meyer là pour le coup à 100%, ce qui est quand même assez rare, sur le fait que la croissance, et notamment la croissance organique d'un groupe, fait aussi beaucoup dans le multiple qui va être appliqué à ce groupe. Moi, je rejoins tout à fait ces messieurs pour tout ce qui concerne la valorisation, mais on est dans un métier très particulier. Tout à l'heure, dans la présentation initiale qui a été faite par Jean-Louis et Frédéric, on parlait d'une profondeur pour la consolidation d'un certain nombre, il y a 3300 ou 4000 CGP, et en parlant d'autres professions telles que les laboratoires d'analyse. On n'a rien à voir avec ça. Un laboratoire, on va dans un laboratoire parce qu'il est placé là. Vous allez vous faire votre analyse, que ce soit là ou ailleurs, enfin que ce soit un tel, monsieur Durand, monsieur Dupont, ça n'a aucune importance. Donc vous pouvez les acheter, les consolider, ça va très vite. Vous faites des économies de taille, des synergies, ça va très vite. Quand vous achetez un CGP, ce qui fait la particularité du CGP, la richesse de notre métier, c'est la relation longue que l'on instaure avec nos clients. Et cette relation, elle est liée à des personnes. Et si vous perdez les personnes, vous pouvez perdre la relation. Donc ce qui est très important dans la valorisation d'un cabinet, dans le fait de s'intéresser à tel ou tel CGP, c'est la capacité à amener un CGP, à associer un CGP dans un projet que vous allez lui proposer et de pouvoir, par la suite, assurer la continuité, la pérennité de la relation avec la clientèle. Pour moi, c'est ça l'aspect le plus important. Donc c'est la capacité de ce CGP de s'intégrer dans un projet et de pouvoir assurer la pérennité. Le prix, il y a des prix de marché, je rejoins tout le monde là-dessus. C'est avant tout un métier d'homme. Patrick, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je pense que ce que vient de dire Bruno est très clair. Ce qui est intéressant, en tout cas dans des projets comme les nôtres, c'est les hommes ou les femmes qui nous rejoignent avant tout. Et en général, on a des clients qui nous ressemblent. Et donc, c'est ça qu'on essaie en tout cas d'attirer chez Erez, c'est d'avoir des professionnels qui font le métier comme nous, qui commercialisent à peu près les mêmes solutions financières ou les mêmes services et qui se sentiront bien demain comme associés dans la boîte. Et c'est ça qui compte. Et puis après, le multiple, s'il faut payer cher, parce que c'est de la super qualité, ben on le fera. Et puis, si on pense que ça vaut pas cher, même si je sais pas quoi, ben on n'achètera pas. Voilà. Alors, Jean-Louis, là aussi, cette dynamique de consolidation, donc on la voit bien. Tu y participes certainement à travers tes activités de banquier d'affaires. On a vu quelques tensions sur les financements, notamment fin 2022. Est-ce qu'elles sont finalement de nature à freiner cette dynamique de consolidation du marché ? Alors c'est sûr, il y a une augmentation du coût des financements, on l'a remarqué, hein, on est passé d'un monde où l'argent était quasiment gratuit à un monde où, aujourd'hui on est plutôt autour peut-être de 10% sur l'unitranche. En même temps, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les financements sont là. On n'est pas du tout dans un credit crunch. Donc il y a des financements bancaires, des financements de dette privée, donc le financement est là. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que les LBO n'ont pas été inventés en 2011. Et donc il y avait des LBO quand il y avait des coûts de financement qui étaient plus élevés. Et il y a eu des LBO à succès aussi. Donc c'est un nouveau paramètre à prendre en compte. C'est sûr qu'il y a une part plus importante du cash qui va être consommée par le service de la dette.
Et alors, potentiellement, pour reprendre un peu des jargons un peu techniques des fonds, donc potentiellement, cela peut affecter le fameux TRI. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va falloir mettre en place des synergies, créer de la valeur pour compenser, c'est ce que disait Meyer tout à l'heure, pour compenser effectivement cette hausse des coûts de financement. Donc des synergies de revenus par la diversification des produits, notamment private equity, des synergies de coûts, d'efficience, d'efficacité, notamment avec la digitalisation. Et donc, voilà, pour compenser éventuellement cette pression sur les cash flows. Et comme le disait Meyer, effectivement, on risque aussi de s'orienter vers un flight to quality. Et donc, finalement, les meilleurs de la classe tireront profit de ce nouvel environnement. Et puis, ceux qui ne sont pas adaptés traîneront un petit peu derrière. Moi, je crois que ce qui est en train de se produire sur le marché du private equity, c'est également l'importance. Ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'importance de la croissance. À partir du moment où il y a de la croissance organique dans un groupe forte, l'incidence de la dette est beaucoup moins forte, justement. Sachant que tous les actifs, lorsque les taux d'intérêt remontent, leur valeur diminue. On n'a jamais vu un actif qui ne subisse pas, en tout cas les actifs cotés, c'est comme ça que ça se passe. Les actifs non cotés, ce sera les conférences d'après, il peut y avoir un décalage, mais à un moment ou à un autre, il risque d'y avoir un tassement des prix. Tout va dépendre de la profondeur du marché dont vous parlez. Donc parlait Patrick, si le marché est vraiment profond, ça va avoir peu d'impact à court terme, parce que sur 15 acteurs aujourd'hui à peu près en compétition, sur un nombre de transactions que tu rappelais qui n'est pas si élevé, il y en a toujours un qui va se dire, ce deal, je le veux. Je ne suis pas sur Strasbourg, je n'ai pas de petits clients, je ne fais pas d'immobilier, j'ai encore fait aucune opération. Et puis le fonds, il dit, je suis à 60% de levée, il faut que je puisse lancer mon prochain, il faut que je passe à 70%, j'ai de l'argent à déployer. J'ai du carry à externaliser sur mon fonds actuel, et donc c'est pas grave, je vais entre guillemets sacrifier en achetant un petit peu cher. Et puis tant que la vanité qui nous anime tous sera là, on a toujours l'impression qu'on va faire mieux que les confrères et qu'eux n'ont pas su tirer profit exactement de la pépite que c'était. On va se raconter des histoires, on va acheter cher, puis il y aura des gagnants et il y aura des perdants, c'est tout à fait naturel. Mais pour l'instant, je crois que c'est la profondeur du marché qui va définir s'il va y avoir un tassement des prix ou pas. On ne la voit pas pour l'instant. Il faut dire ce qu'il en est. En tout cas, vous restez tous acquisitifs, alors tous en quête de croissance externe.